Dans cette vidéo, on va voir deux applications de la dérivation. On va voir ce qu'on peut déduire de la dérivation en ce qui concerne les variations d'une fonction et en ce qui concerne ses extrémas. Alors, commençons par les variations d'une fonction. Prenons f, une fonction définie et dérivable sur i. F' positive ou nulle, c'est-à-dire que pour tout x dans cet intervalle de définition et de dérivabilité d'ailleurs i, eh bien je vais avoir f' de x qui est positif ou nul. Eh bien f' positive ou nulle, c'est équivalent à dire que f est croissante sur i. Je vais démontrer juste un sens de cette équivalence parce que l'autre sens, la réciproque, on n'a pas la théorie nécessaire pour la démontrer. Bon, mais prenons x0, un réel qui est dans i. Supposons que f est croissante sur i. À ce moment-là, on sait que, quel que soit x appartenant à i, on va avoir f de x moins f de x0 et x moins x0 qui vont avoir le même signe. Bah oui, en fonction croissante, on sait qu'on conserve l'ordre. Les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents. Donc, si j'ai x qui est plus grand que x0, eh bien f de x va être plus grand que f de x0, et inversement, si x est plus petit que x0, f de x va être plus petit que f de x0. Donc effectivement, soit j'ai à la fois x moins x0 et f de x moins f de x0 qui sont tous les deux négatifs, ou alors ils sont tous les deux positifs. Quoi qu'il en soit, le fait qu'ils soient de même signe nous dit que quand je vais calculer f de x moins f de x0 divisé par x moins x0, comme ils sont de même signe, ça me donne quelque chose qui est positif. Et donc, f' de x0, on a dit que f était dérivable sur i, donc ça veut dire que ça existe. C'est la limite, lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0, c'est forcément positif. La limite d'un truc positif, c'est positif. Donc, je viens de démontrer que si f est croissante sur i, alors la dérivée est positive. Je redis, on va admettre la réciproque. Si f' est positif, alors f est croissante sur i, parce qu'on n'a pas la théorie nécessaire pour le démontrer pour le moment. f' est égal à 0, c'est-à-dire pour tout x, f' de x est égal à 0, eh bien c'est équivalent à dire que f est constante sur i. Alors ça se démontre de façon similaire à ce que j'ai fait dans le cas précédent. Et puis, f' négative, c'est équivalent à f décroissante sur i. Encore une fois, c'est du même genre en termes de démonstration que ce qu'on vient de voir. Bon, on a en plus le fait que si f' est strictement positive, eh bien, f va être strictement croissante sur i. Mais attention, la réciproque est fausse. D'accord? Donc là, cette fois, c'est f' positif implique f strictement croissante, et puis je vais avoir un f' strictement négatif qui implique que f est strictement décroissante sur i. Donc attention, dans le cas strict, il n'y a pas équivalence, c'est une simple implication. En effet, une fonction peut être strictement décroissante ou strictement croissante, mais avoir sa dérivée qui s'annule. Par exemple, si on prend la fonction cube, donc la fonction qui a x associe x cube, allez, je vais me dire que c'est f, f' de x, c'est 3x carré.
Bon, bah 3x carré, c'est positif ou nul, et ça vaut 0 en 0. Donc j'ai f' qui s'annule en 0. Pourtant, la fonction au cube, elle est strictement croissante. Hein. On peut le démontrer sans aucun problème. Donc, si f' est strictement positive, alors f est strictement croissante. Par contre, je peux pas, si je sais que f est strictement croissante, je ne peux pas dire que f' est strictement positive. Bon, allez, alors méthode. Comment est-ce qu'on va faire pour étudier les variations d'une fonction avec cette notion de dérivée? Ben, on va procéder de la façon suivante. Premièrement, on va calculer la fonction dérivée f'. Premier point. Ensuite, on va étudier le signe de f', enfin le signe de f' de x, si vous voulez, sur i. Puisqu'on sait que sur les intervalles sur lesquels elle va être positive ou nulle, ça veut dire que la fonction est croissante, ou si c'est strictement positif, ça va être strictement croissant. Et puis là où la fonction va être, la dérivée va être négative, eh bien ça veut dire que la fonction f va être décroissante. On va utiliser ça pour construire le tableau de variation de f sur tout i. Alors pour ça, on va mettre une première ligne correspondant au tableau de signe de f', et puis on complétera en dessous par le tableau de variation, et à chaque fois qu'on aura un signe positif, on mettra une flèche qui monte, et à chaque fois qu'on a un signe négatif, on mettra une flèche qui descend. Bon, et puis pour terminer, on mettra les images par f aux bornes de i, éventuellement des valeurs en lesquelles f change de sens de variation, pour avoir un tableau de variation qui soit complet. Bon, je l'ai déjà dit, mais effectivement, hein, on va faire les points 2 à 4 avec un tableau récapitulatif qui regroupera à la fois le signe de f' et les variations de f. Deux remarques. Pour étudier le signe d'une expression, lorsqu'on a un quotient, il faudra absolument réduire au même dénominateur et factoriser tout ce qu'on pourra factoriser. Et donc, jamais on ne développe les dénominateurs. On veut leur signe. Pour ça, il faut factoriser. Et factoriser au maximum. Allez, voyons deux exemples. Commençons par la fonction f qui est définie donc sur i qui est moins 2, 4 par f de x qui est égal à 2x³ moins 3x carré moins 12x plus 6. Remarquez qu'elle était définie sur R. Bon là on a dit elle est définie sur moins 2, 4. Ok. Alors on a dit première étape, il faut calculer sa dérivée. Bon f' de x, ici c'est quoi? J'ai 2 fois 3 qui fait 6, donc 6x puissance 3 moins 1 qui fait 2, moins 2 fois 3 qui fait 6, x puissance 2 moins 1 qui fait 1, donc moins 6x, et puis je vais avoir moins 12, et puis ma constante qui a comme dérivée 0. Donc 6x carré moins 6x moins 12. Alors on veut maintenant étudier le signe de f'. Je reconnais ici une fonction polynôme de degré 2, donc je vais pouvoir étudier son signe. Alors pour ça, on va simplement calculer le discriminant. En fonction, calculer là où les racines éventuelles. Et puis, une fois que ce sera fait, on pourra trouver son signe. Alors là, il y a deux façons de faire. Soit je calcule le discriminant tout de suite, soit je remarque qu'ici, je peux mettre 6 en facteur. Allez, je vais le faire, ça simplifiera les calculs. Donc 6 facteur de x carré, moins x, moins 2. Donc je vais considérer que x carré moins x moins 2 ici. Je vais calculer le discriminant, delta, c'est b carré, donc moins 1
au carré, moins 4 fois A fois C. Donc j'ai 1 moins qui fait plus, 4 fois 2 qui fait 8, ça fait 9. 9 c'est strictement positif. Donc on a deux racines, x1 qui va être moins b, donc moins 1, moins racine de delta, moins 9, moins racine de 9 sur 2a, 2 fois 1. Ça me fait 1 moins 3 sur 2. Ça me fait moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Et puis, x2 qui va donc être égal à moins 1 plus racine de delta sur 2 fois 1. Donc ça me fait 1 plus 3 sur 2, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Bon, donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en particulier, je vais avoir f' de x qui est égal à 6, facteur de x plus 1 fois x moins 2. Maintenant, je vais pouvoir faire mon tableau de signes et de variations. Alors, allons-y. J'ai x. On a dit, on étudie notre fonction sur moins 2, 4. Bon, je l'étudie sur moins 2, 4. Je suis ce qui était dit. Mes racines, on a dit moins 1 et 2. Ça tombe bien, que ce soit moins 1 ou 2, c'est compris entre moins 2 et 4. Alors, f' de x. F' de x, c'est donc une fonction qui va s'annuler en moins 1 et en 2. C'est ce qu'on vient de trouver. Et quel va être son signe? Eh bien, comme c'est un polynôme de degré 2, on sait que ça va être du signe de a, donc ici 6 qui est positif, en dehors des racines, donc positif, positif, et donc négatif au milieu. Et maintenant, f de x. Alors, remarquez que quand on fait un tableau de variation, on met généralement f de x. De toute façon, il y a forcément un abus de notation, puisque on va mettre la croissance et la décroissance, qui est une caractéristique de la fonction, donc normalement de f. Mais comme on met aussi les limites et les valeurs, là on est sur du f de x, d'accord? Donc on a dans tous les cas un abus de notation. Bon, sur la première partie, j'ai un plus, donc je mets une flèche qui monte, puisque je suis croissant. Sur la partie suivante, j'ai un moins, donc ça veut dire que je suis décroissant. Et en dernier, j'ai un plus, donc je suis croissant. Et puis je termine mon tableau de variation comme il faut en mettant les différentes valeurs. Alors on peut calculer f de moins 2. F de moins 2, bon, 2 fois moins 2 au cube, moins 3 fois moins 2 au carré, moins 12 fois moins 2 plus 6. On peut démontrer que ça vaut 2. F de moins 1, je ne redétaille pas tout, on va trouver 13. F de 2, on trouve moins 14. Et f de 4, on trouve 38. Et donc, vous voyez qu'on peut étudier les variations d'une fonction grâce à sa dérivée et au signe de sa dérivée. Allez, un deuxième exemple. Je prends g, la fonction qui est définie sur l'intervalle 0,5 par g de x et x moins 1 divisé par x plus 2. Et bien, c'est reparti. Je calcule pour commencer la dérivée, g' de x. Alors ici, j'ai un quotient de deux fonctions. Donc, je sais que je vais avoir... Alors, si je dis que ça, c'est u de x et que le dénominateur, c'est v de x, je vais avoir u' de x qui est égal à 1, v' de x qui est égal à 1. Attention, hein, notez pas ça comme ça, hein, là, c'est juste pour aller un petit peu plus vite. G' de x, c'est donc u' de x, on a dit 1, fois v de x, x plus 2, moins u de x, x moins 1, fois v' de x, c'est-à-dire 1, divisé par v au carré, divisé par x plus 2 au carré.
Bon, bah ça me donne x plus 2 moins x plus 1 sur x plus 2 au carré, c'est-à-dire, alors les x se simplifient, il me reste 3 sur x plus 2 au carré. Bon, bah le signe, il est vite vu, hein. Alors, je vais pouvoir quand même faire mon tableau de signes et de variations correctement. Alors, on a dit on veut étudier sur 0, 5. Qu'est-ce que je peux dire de g' de x? Bah, vous voyez bien que le dénominateur ici, comme c'est un carré, c'est forcément positif. Et puis, bah, le 3, c'est positif aussi. Donc, tout ça, ce sera toujours positif et strictement positif puisque ça ne s'annulera que lorsque x vaut moins 2. Donc, je suis positif. Et donc, je vais être, enfin, g est croissant sur 0,5. En 0, je peux calculer, donc g de 0 qui vaut moins 1,5. Et puis g de 5 qui vaut 4/7. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, en tout cas pas trop, d'étudier les variations d'une fonction en connaissant sa dérivée. Bon, tout le problème réside, 1, dans le calcul de la dérivée, et 2, dans le calcul du signe de la dérivée. Bon, et puis, on peut aussi déduire de la dérivée un certain nombre de choses concernant les extrémas d'une fonction. Alors, propriété, prenons f, une fonction définie sur un intervalle i, et x0, un réel dans i. Si je sais que f de x0 est un extrémum local de f, donc mon maximum ou mon minimum est atteint en x0. Eh bien, forcément, f' de x0 va être égal à 0. Dans l'autre sens, attention, dans l'autre sens, si f' s'annule en x0, donc si f' de x0 est égal à 0, et qu'elle s'annule en changeant de signe. C'est-à-dire, j'étais positif avant, je suis négatif après, ou j'étais négatif avant et je suis positif après. Donc, si f' s'annule en x0 en changeant de signe, alors, je sais que f admet un extrémum local en x0. Et je peux même préciser, si j'ai f' de x0 qui vaut 0, avec f' de x qui est négatif pour x plus petit que x0, et positif pour x plus grand que x0, donc je change bien de signe. Hein. Bah, si j'étais négatif avant, c'est que j'étais décroissant, je suis croissant après, forcément, c'est que j'ai un minimum local, en x0, pas en c, sur i. Maintenant, dans l'autre sens, si j'ai f' de x0 qui vaut 0, avec f' de x0 qui était positif avant x0 et qui est négatif après, bah forcément, c'est que j'ai cette fois un maximum local de f sur i. Oui, elle était croissante, ensuite elle est décroissante. Bah oui, je suis arrivée sur un sommet, hein, j'ai un maximum local. Attention, je réinsiste, si f' de x0 est égal à 0, on n'a pas forcément un extrémum local en x0. Encore une fois, on peut prendre l'exemple tout simple de x3. La fonction x3, la dérivée s'annule en 0. Mais en 0, j'ai ni un minimum ni un maximum. Hein. Je traverse, j'ai des valeurs en dessous, j'ai des valeurs au-dessus. D'accord? Donc on fait bien attention. Si j'ai un extrémum local, alors la dérivée s'annule. Par contre, sachant que la dérivée s'annule, pour avoir un extrémum local, il faut qu'elle s'annule en changeant de signe. Allez, un exemple pour terminer. Prenons la fonction carré. Est-ce que la fonction carré admet un extrémum local?
Bon, on connaît la réponse. Hein. F' de x, on a déjà dit, c'est 2x. Donc, quand est-ce que je vais avoir ma dérivée qui s'annule? Bah, lorsque 2x est égal à 0, c'est-à-dire lorsque x est égal à 0. Et puis, donc on a f' de 0 qui vaut 0, et en plus de ça, on sait que bah, f' de x, c'est négatif pour x négatif. Hein, 2x c'est négatif hein, quand x est négatif. Et f' de x qui est positif pour x positif. Bon bah ça nous permet de dire que oui, f admet un minimum local en 0. Et ce minimum local hein, vaut f de 0, c'est-à-dire 0. Bon, je ne fais pas plus d'exemples, je n'ai pas démontré non plus ses propriétés, c'est pas grave, on va quand même pouvoir utiliser tout ça.